Un des constats, c'est que si tu demandes à 10 personnes, allez, il y a 2 personnes qui vont avoir lu le document quand ils débarquent dans la réunion, le reste, ils l'ont pas lu. Donc, en fait, l'idée, c'est justement d'offrir ce temps de réflexion et de prise d'information à l'intérieur de cet événement qu'on a ensemble pour pouvoir aller à la prise de décision. Et c'est très important de respecter ce temps-là et d'en faire quelque chose d'efficace et avec de la valeur, quoi. Bienvenue sur Collaboration Solved, le podcast qui donne aux leaders d'équipe des tactiques concrètes pour permettre une collaboration efficace qui génère des résultats mesurables, humains, durables et tout ça. Moi, c'est Pierre Cyril, mais tu peux m'appeler PC. Et aujourd'hui, on va parler du truc le plus excitant que tu fais au travail, les meetings. Avec Cyril Blanchet, mon invité du jour. Salut Cyril. Salut PC. Écoute, c'est un plaisir d'aborder ce sujet qui va être très très excitant. Effectivement, les meetings, tout le monde adore ça. Je pense que dans la communauté de dev avec qui tu bosses, je pense que ça doit être leur truc au top, quoi. Au niveau 1 de ce qu'ils adorent, tu dois avoir ça, à mon avis. C'est leur Donc ça va être principal super cool. moteur de motivation pour venir le matin. Je Absolument, te absolument. garantis. Alors Cyril, je t'ai invité parce que tu travailles chez Amazon qui ont la réputation d'avoir des meetings de fous furieux, soi-disant les plus efficaces du monde. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de Rien pouvoir... que ça, oui, les de la galaxie. Donc je me suis évidemment. dit que ce serait intéressant de pouvoir en fait, voir ton expérience. Ça fait quand même un petit bout de temps que tu es manager d'équipe de développement. Et t'en as vu des meetings, hein, En effet, quelques-uns. des, des années-lumière compilées de meetings. Donc, toi, un peu, c'est quoi ton constat? C'est quoi les problématiques que toi, tu as vues la plupart du temps? C'est toujours un sujet super intéressant, les meetings, puisqu'on est tout le temps en train de courir après cette partie d'efficiency. Il y a le nombre de meetings qui revient souvent. C'est est-ce qu'on fait trop de meetings? Je m'en souviens que c'était d'ailleurs un des sujets à l'époque où on travaillait ensemble. C'était comment est-ce qu'on peut réduire ce nombre de meetings, cérémonies, peu importe comment est-ce on appelle ça, des événements où plusieurs personnes se rassemblent pour discuter d'un truc, globalement. Donc il y a l'aspect de numéraire, quoi. Combien on en fait? Est-ce qu'on en fait trop, pas assez? Et après, il y a la valeur intrinsèque de chacun de ces événements-là. On fait un meeting, mais est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il sert à quelque chose? De ce que j'ai vu dans le passé, de certaines pratiques que j'ai réutilisées chez Amazon et qui n'étaient pas là, un des mécanismes que je trouvais super intéressant, c'était le fait d'essayer de mesurer la valeur du meeting. Donc, tu sais, avec des mécanismes comme le ROTI, par exemple, donc le Return on Time Invested. Et tu fais voter, en fait, les personnes à la fin de ton meeting sur est-ce que ils ont pensé qu'ils ont complètement perdu leur temps pendant ce meeting, ou est-ce que ils en ont ressorti quelque chose, et idéalement, au-delà de la note même, donc qui est sur une échelle de 1 à 5, tu essayes de comprendre comment est-ce que tu peux améliorer la prochaine itération de ce meeting-là pour en faire quelque chose de plus en plus euh, avec de la valeur au fur et à mesure. Donc ça, c'est un des mécanismes, par exemple, que j'ai vu dans un certain nombre de compagnies avant de rejoindre Amazon et qui n'était pas en place du tout chez Amazon. Euh, donc, moi, je me suis fait un plaisir de ramener ce truc-là parce que même si on a effectivement des mécanismes qui rendent les meetings très efficaces, et je vais expliquer pourquoi après, il manquait une certaine mesure en termes d'efficacité et de temps investi sur les gens. Donc ça c'est un mécanisme que j'ai réutilisé, que j'aimais bien. Je pense qu'on avait mis en place ça aussi ensemble à l'époque. C'est possible, ouais. Ouais, c'est un mécanisme que j'avais vraiment bien aimé. Je vais commencer par une anecdote, c'est le premier meeting dans lequel j'ai débarqué chez Amazon, j'ai rien compris. C'est-à-dire que elle débarque en tant que manager dans l'équipe. Donc en tant que manager, tu as aussi cette espèce de rôle de gardien de la culture de la compagnie.
Euh, alors quand tu es toi-même en ramp-up sur cette culture-là, il y a une espèce de dichotomie qui se passe où tu es attends, là, faut que je transmette un certain nombre d'éléments de culture que je suis moi-même en train d'apprendre. Je suis moi-même en train de monter en compétence sur ces affaires-là. Donc quand j'arrive dans cette rencontre-là, c'était quelque chose qui était full à distance. Et là, silence total. Donc là, j'attends une minute, 2 minutes. Je me dis, mais est-ce qu'on attend quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi rien ne se passe? Donc là, je commence à envoyer des petits messages Slack, behind the scene à un certain nombre de gens qui font partie de ce meeting. Je dis, on attend quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? C'est le silence de mort. Je vois les caméras dans les salles de meeting avec des gens qui sont sur leur ordinateur. Personne ne se parle. Que se passe-t-il? Et donc, c'est là qu'on m'introduit au fameux effet mémo, donc qui est un des mécanismes principaux de nos rencontres chez Amazon, qui consiste en fait à commencer la majorité des meetings par de la lecture de documents. Et en fait, chacune de nos réunions sont supportées par des documents qui ont pour objectif d'aligner sur quel est le sujet, quel est l'objectif du meeting, de quoi on va parler, et d'élaborer un certain nombre de détails techniques, et donc de décrire un certain nombre d'options. En fin de compte, on a une synthèse qui peut aller de 2 pages à 6 pages maximum, écrite, qui est la synthèse de ce que l'organisateur de la réunion souhaite présenter et défendre comme point de vue ou comme solution. Et donc on passe, dépendamment du sujet, un bon 20-30 minutes à lire le document en silence. C'est la première étape de chacun de nos meetings. Et donc c'est assez déroutant. J'ai jamais eu cette expérience-là avant. Donc j'ai compris qu'il fallait que je clique sur le lien qui était dans le chat et que je lise ce document avant de commencer toute discussion. Merci pour Tu nous as fait vivre Moi, j'ai ressenti presque du stress. Là, donc, tu dis qu'il y a j'ai un maximum une trentaine de minutes qui sont dédiées à approfondir finalement le contenu de la discussion qu'il va y avoir après. Le meeting, il dure combien de temps au final, en totalité? Les meetings en général sont de 55 minutes. On essaye d'avoir un battement avant-après de quelques minutes pour laisser les gens arriver, etc. Je te dirais que c'est pas rare d'avoir une bonne moitié de la rencontre qui est dédiée à la lecture du document, à la compréhension du contexte, à l'analyse des détails. Donc comment est-ce que ça se passe concrètement? C'est avec les outils actuels que on peut interagir dans des documents en ligne, commenter directement. Donc la phase de lecture, elle n'est pas uniquement passive. On va aller annoter le document, on va aller le commenter, on va aller poser un certain nombre de questions, comme dans un Google Doc ou quelque chose comme ça, d'aller highlighter une partie du texte, puis de faire un commentaire dessus en demandant des précisions, en demandant des éclaircissements sur certaines formulations. Et en fait, ces différents commentaires vont être un entrant à la seconde phase du meeting où on va passer en mode discussion. Et ce qui est intéressant en fait avec cette approche-là, à mon avis, c'est que tu arrives à avoir un alignement sur le contexte et sur l'objectif. euh, et ça, c'est en effet quelque chose que j'ai vu dans des meetings dans mes compagnies précédentes, où des fois tu débarques, t'as aucune idée de quel est le sujet, il n'y a pas d'agenda, euh, il y a des niveaux de compréhension et de connaissances qui sont différents et qui deviennent en fait des obstacles à la prise de décision. Et souvent, tu te retrouves dans des meetings, en tout cas, ce que j'ai expérimenté dans le passé, tu te retrouves à devoir organiser des follow-up meetings parce que, en fait, le premier meeting a été un meeting d'alignement finalement. Donc là, au lieu d'avoir une rencontre complète d'alignement, bah, tu vas avoir cette demi-heure qui va permettre de mettre tout le monde au même niveau,
de s'accorder sur quel est le sujet. Et après, tu as cette seconde phase où là, bah, tu vas vraiment aller plus profond dans les sujets. Et là, tu passes en mode débat, un petit peu plus classique, je te dirais, mais toujours supporté par le document et par les différents commentaires qui sont là. Donc, généralement, après la phase de lecture, on passe à une discussion sur des commentaires généraux. Et après, dans un second temps, on va commentaire par commentaire aller essayer de répondre à ça. C'est- Ok. c'est- c'est- Et est-ce que dans ces meetings-là, il y a une volonté d'aller juste informer ou est-ce que on peut avoir une phase de décision? Inclus dans le document, tu as l'objectif de la rencontre en elle-même. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant cette phase de lecture, tu as l'opportunité de quitter le meeting. Euh, Puisque en fait l'idée c'est de dire ok, je prends connaissance du sujet. Ça peut être une prise de décision, ça peut être l'identification d'actions de suivi. À n'importe quel moment du meeting, tu es vraiment invité à quitter le meeting si tu penses que tu n'as pas de valeur euh, à apporter à ce sujet-là. Donc là, je trouve que c'est aussi quelque chose de très intéressant et que j'ai aussi expérimenté par le passé ou des fois, bah, tu as des gens qui sont dans le meeting et tu sais, tu fais ce fameux rôti à la fin du meeting et tu dis, bon, bah, est-ce que tu as perdu ton temps? Et que les gens disent, bah ouais, franchement, j'ai rien à voir avec avec ce topic-là. Et puis, généralement, la question, bah, c'est, bah, pourquoi t'es resté? Mais il y a un élément de culture là. Ça, il y a certaines compagnies où c'est mal vu, ça peut être mal interprété, le fait de quitter le meeting. Mais c'est tout à fait acceptable et même recommandé, puisque l'idée principale de ce mécanisme de meeting, c'est d'optimiser le temps de tout le monde. Ouais, ouais. Et c'est de dire, ok, tout le monde est super occupé. Ce que j'ai vu par le passé aussi, c'est que des fois tu prépares des documents pour supporter des réunions et les gens ne les lisent tout simplement pas parce qu'ils sont occupés à faire autre chose en fait. Et donc ils débarquent un peu naïfs dans le meeting. Et, c'est là où tu as bah, ce déséquilibre en termes de connaissances, ok, de quoi on parle, etc. Donc là, cette phase-là t'oblige en fait à un certain alignement. Ce mécanisme-là, je le connaissais comme la loi des deux pieds, le fait de prendre tes deux pieds et de partir du meeting. Je ne sais pas si ça a un nom spécifique chez Amazon, euh, mais J'aime ça, effectivement, c'est la loi des deux pieds, c'est bon ça. c'est je prends mes deux pieds et je me casse. Ouais, j'aime ça. Et effectivement, bah, il faut que ça soit supporté par un élément culturel. Ça peut être très mal vu. Est-ce que, même si c'est ancré dans la culture, comment est-ce qu'au quotidien c'est renforcé ce mécanisme-là? Est-ce que quelqu'un en parle? Est-ce que c'est écrit dans le document? Comment est-ce que on prend ses deux pieds et puis qu'on s'en va? L'idée chez Amazon, c'est que chaque individu est un leader. Ok. Donc on n'attend pas que la culture soit uniquement véhiculée par le leadership, le management ou des choses comme ça. Chacun est responsable un petit peu de ça. Et ça fait partie des différentes formations auxquelles tu vas passer à travers quand tu arrives dans les premières semaines. Alors évidemment, moi j'ai débarqué dans cette rencontre-là avant d'avoir complété cette partie-là de mon onboarding. Donc c'est pour ça que j'ai été particulièrement étonné. Différents mécanismes, peut-être on pourra faire un autre podcast là-dessus, mais sur ce qu'on appelle les leadership principles chez Amazon, qui sont un petit peu la table des lois et les différentes guidelines que chaque individu doit suivre chez Amazon. Et donc, un des leadership principles, c'est la partie d'ownership. À travers ça, l'idée, c'est de dire, on est toutes et tous des grands garçons ou des grandes filles, et donc, on favorise la prise de décision. Donc, ça fait partie de l'ownership. Et si tu dois quitter un meeting, par défaut,
on te fait confiance en fait. C'est-à-dire que si tu as quitté ce meeting et que tu penses que c'est pertinent, c'est que ça l'est en fait. Et si ça ne l'est pas, de toute façon, ça reproppera naturellement à un moment donné, et tu verras par toi-même les conséquences d'avoir loupé ça, quoi. Les leadership principles, là, ça, j'invite tout le monde à googler ça. Les leadership principles chez Amazon sont publics. Donc, tu pars du meeting, c'est correct. Personne ne va rien dire. On arrive, puis là, il y a une lecture silencieuse, mais qui n'est pas passive, qui est vraiment active en commun, mais par contre, elle est silencieuse. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on arrive à s'aligner, pas nécessairement d'accord, mais je veux dire, on arrive à s'aligner sur une définition commune, sur des points peut-être un peu moins clairs dans le brief, dans le mémo, sans avoir à s'échanger pour l'instant des paroles, d'avoir à argumenter des points. Donc on fait ça à l'écrit, mais on est quand même actif. Et donc, ce que ça me fait sous-entendre, c'est que le meeting est auto-facilité. Il n'y a pas un orchestrateur, un facilitateur qui est là pour donner la parole aux gens, etc. Alors, c'est un très bon point. Donc, en fait, je vais revenir à la notion d'ownership. Donc, en général, la personne qui organise donc la rencontre va être par défaut le facilitateur de cette rencontre. Et peu importe son rôle. Donc, ça peut être un développeur qui fait ça, ça peut être n'importe qui dans l'équipe. À partir du moment où tu organises la rencontre, tu es responsable de ce fameux document qui va être le support. Et tu es responsable d'animer principalement la deuxième phase du meeting, où on va plus rentrer en mode débat, etc. Et là, on a un mécanisme assez simple et classique finalement dans la deuxième partie. Donc, comme je te le disais, on lit. Ensuite, le owner de la rencontre va inviter les différents participants à utiliser une main levée, une petite fonctionnalité dans notre outil pour lever la main virtuellement. Et ensuite, on va y aller par ordre. Donc, on va commencer par par des retours généraux. L'idée, en fait, n'étant de ne pas perdre de temps dans les commentaires, dans le détail, tout de suite, si jamais il y a des points qui sont mis en valeur directement par la majorité des participants. Ils sont intéressés sur pourquoi est-ce que le statut de cette initiative, il est rouge. On va préférer bah, passer notre temps et investir notre temps collectif sur ce point important versus aller répondre à un petit commentaire quelque part. Donc, puis après, selon le temps qui reste dans le meeting, on va aller dans le détail, répondre à chacun des commentaires. Si c'est pas fait pendant le meeting, le owner de la rencontre va aller répondre à chacun des commentaires après le meeting. Donc, quoi qu'il arrive, chacun des commentaires dans le document est répondu. Parce qu'on part du principe que chacun des commentaires potentiellement peut lever un sacrément bon point qu'on aurait pu éventuellement louper parce qu'on n'a pas cet angle de vue-là. Dans la phase de débat, le propriétaire du meeting a également une section d'action item qui peuvent résulter en fait de la discussion du débat. Donc, grosso modo, c'est soit on a pris une décision, soit donc elle va être documentée à l'intérieur même du document qui supporte la réunion. Donc en fait, c'est self-contained, si on peut dire. Tu sors de ton meeting, c'est déjà documenté. Pas besoin de chercher 50 millions d'informations ou de résumer les points de... Tu ouvres le document, c'est écrit, quoi. Exactement. Tout est écrit, les commentaires sont répondus, et tu as une section d'action item. Donc tu peux prendre une décision, par exemple dire on va faire X. Par contre, après la phase de débat, on a 3 action items qui ressortent de ça. Il faut que tu les listes et il faut que ça se transforme en élément de backlog à un moment donné quelque part. Et donc ça, c'est aussi la responsabilité du propriétaire de la réunion de faire ça. Tu as utilisé un mot que j'aime beaucoup, c'est genre, c'est super simple. Donc si c'est simple, bon déjà c'est parce que tu es habitué, mais en plus parce que la structure est relativement standard, ça commence toujours par une phase de lecture, alignement, commentaire, active mais silencieuse, salut le chat.
Une phase de feedback généraux où les gens peuvent, sans rentrer dans les détails, seulement au volontariat de je lève la main. Donc on n'est pas à imposer un tour de table et que chacun soit Effectivement. obligé de dire quelque chose. Et ensuite, il y a la phase du débat. Moi, j'aimerais qu'on regarde un petit peu plus cette phase-là. Comment se passe ce débat, cet alignement, cette phase de potentielle décision? Propriétaire du document facilite ces discussions-là. Une discussion qui peut être complexe, avec des avis très tranchés, avec évidemment que des gens qui sont tous des leaders, donc ont tous une très bonne idée de où est-ce qu'ils veulent aller. Comment est-ce qu'on s'assure que ça part pas en couille? Et ton point est très bon parce que la note leadership principle, c'est have backbone, right? Ça veut dire, tu as raison et tu dois expliquer aux autres pourquoi tu as raison. Ça fait partie aussi de la culture, tu vois. Donc l'idée, c'est pas d'éviter d'être un yes man et dire tout le temps oui, ok, on fait ça. Tu as tes propres opinions, tes propres avis, amène-les à la table, on va en discuter et cette pluralité, ça va former un tout qui va nous aider à prendre des meilleures décisions. L'idée, c'est de sortir du sentiment et c'est d'être data-driven. Mais assez vite, les différents participants dans la rencontre, si on voit qu'il y a une discussion qui tourne un petit peu en rond ou qui n'est pas basée sur des faits ou des données, cette discussion-là va être encadrée par le groupe pour dire, OK, a-t-on le bon niveau de données ou pas? Si on n'a pas les bonnes données pour dire l'option A est meilleure que l'option B, à ce moment-là, c'est là où on active le fameux action item ou l'action dont on parlait précédemment. Et donc, ça va devenir un outcome de la réunion, de dire, OK, sur ce point-ci du débat, ou de la solution, ou peu importe, on n'a pas dans ce document les éléments nécessaires pour prendre une décision. Donc, quelle est l'action de suivi qui va nous permettre de pouvoir prendre la décision a posteriori? Très fréquemment, moi, je vois dans les rencontres quelqu'un dire à un moment, OK, stop, qu'il soit facilitateur ou pas, on s'en fout. Il y a pas de, y a pas de hiérarchie dans la rencontre. Donc, peu importe quel est ton niveau de seniorité, quel importe ton poste, etc., on s'en fout. Tout le monde, à partir du moment où tu es autour de la table, chaque voix compte de la même façon. Chacun est responsable de recadrer le débat s'il pense que ça va pas dans le bon sens. Tu peux avoir genre deux personnes, typiquement, tu sais, qui confrontent des points de vue dans un meeting. Et puis là, ça peut vite. Bon, bah, on va vous laisser. Vous êtes tous les deux à discuter, mais. Et assez rapidement, tu as quelqu'un autour de la table qui va dire, OK, stop. Est-ce qu'on peut en venir au truc concret? Les faits, les données. Et si on n'a pas les données, c'est quoi qui nous manque? On identifie une action item pour aller les chercher, les données. Et on parque ce sujet-là Ouais. a posteriori. Si demain tu avais à commencer une nouvelle expérience dans une autre compagnie qui n'a pas la même culture, qu'est-ce que tu aimerais récupérer de ce que tu utilises là et puis que tu trouves efficace Ce que j'aime sur la partie de document, c'est que, ça force l'organisateur de la rencontre à vraiment se poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin d'une rencontre ou pas? Ça, c'est le premier point que je trouve intéressant. C'est que avant de passer 3-4 jours sur un document que tu vas présenter à d'autres gens, je pense que tu te poses vraiment la question, ok, est-ce que j'en ai besoin de ça? Donc ça, j'aime ça parce que en fait, naturellement, ça réduit le nombre de meetings inutiles. Le second point que j'aime bien avec l'approche écrite, c'est que dans certaines compagnies euh, où j'étais dans le passé, c'est que souvent la forme prend le pas sur le fond. Et en fait, tu peux te retrouver avec une idée ou une solution qui passe parce que tu as un master du PowerPoint qui est là et qui va t'envoyer des étoiles dans les yeux avec un super PowerPoint de l'espace. Mais en fait, le fond du message, il n'est pas là en fait. Et
Et avec le mécanisme qu'on a chez Amazon, si tu n'as pas de fond, c'est assez vite détecté en fait. Mhm. Puisque la forme n'importe pas en soi. C'est ton schéma, s'il est moche, tout le monde s'en fout. C'est est-ce que je le comprends ton schéma? Est-ce que le résultat de ton schéma, de ton diagramme, est-ce qu'il est pertinent ou pas? Bon, je m'en fous que tu as mis des beaux icônes, des beaux petits bonhommes, ça ne change rien. De ce que j'ai vu dans le passé, c'est que des fois ça changeait, en effet, quelque chose. Un des défis de cette approche-là, d'aller avec de l'écrit, etc., c'est que tu peux potentiellement mettre de côté un certain nombre de personnes qui auraient des difficultés à la lecture, par exemple, qui auraient certaines difficultés avec de la dyslexie et qui sont plus à l'aise à l'oral, par exemple. Tu vois? Bah là, ça serait beaucoup plus difficile d'aller transmettre une idée et de pouvoir la défendre avec ce mécanisme-là. Mais c'est exactement le même problème avec une approche PowerPoint et des présentations. Tu as des Ouais. gens qui vont, si tu leur demandes de faire une présentation PowerPoint, ils vont se liquéfier et ils vont être incapables de passer leur message. Et ils auraient été capables peut-être de le faire avec un document, tu vois, qu'ils auraient préparé à l'avance, etc. Donc en fait, quand je te dis, oui, ça peut poser des questions sur l'inclusion, tous les modèles, en fait, tous les modèles peuvent t'emmener là. Mais c'est un cas. Je veux dire, si tu as des problèmes à lire, c'est compliqué, quoi. Ou à écrire. Moi, de ce que j'avais lu, c'est genre interdit les PowerPoint. Est-ce que c'est vrai que les PowerPoint sont pas, on va dire, la source principale pour ça? C'est juste des documents texte, quoi. Ça, c'est clair que les PowerPoint sont, je te dirais, cantonnés aux communications d'entreprise. C'est quand tu fais une rencontre informationnelle au niveau de ton département, par exemple, et que tu vas aller présenter des résultats financiers ou un certain nombre d'objectifs, etc. Mais c'est pas des documents qui vont te servir à débattre. Je n'ai jamais vu aucun PowerPoint utilisé pour aller prendre une décision, par exemple, qu'elle soit business ou technique. C'est- c'est- Le PowerPoint n'est pas interdit ou banni, il est utilisé dans une partie plus informationnelle. Donc, dans une optique unidirectionnelle, peut-être je te dirais, je vais présenter quelque chose à un auditoire, un peu comme une keynote. Mais si tu dois, si l'outcome c'est de prendre une décision ou d'avoir des action items à un moment donné, c'est pas important. C'est clair. C'est quoi ce mécanisme qui permet de décider si c'est important de préparer ce document-là ou pas? En fait, généralement, quand tu fais l'exercice toi-même de passer à travers la création d'un tel document, tu te rends compte assez vite, je te dirais dans la première demi-heure, quand tu draftes ton document, ça t'a forcé en fait à dézoomer. Tu vois, parce que ton réflexe n'a pas été de booker la réunion, ton réflexe a été de faire une pause, de zoomer out sur le sujet et d'y réfléchir, ne serait-ce que 30 minutes. Tu te dis, ok, est-ce que là je démarre ce document, est-ce que là je suis en train de faire un truc qui vraiment sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose d'engager autant de personnes pendant 1 heure sur ce sujet-là? Ou est-ce que pour ce sujet-là, je ferais pas mieux de juste de lancer un message dans Slack et premièrement de voir ce que ça donne? Et peut-être que par la suite, après un certain nombre d'échanges sur Slack, on va se dire, ok, j'ai réuni un certain nombre d'informations que j'avais pas quand j'ai drafté mon 30 minutes, mon truc. Et peut-être que là, maintenant, j'ai plus d'infos et là, on peut aller au meeting à ce moment-là, tu vois. Donc, en fait, ça te force à te dire, ok, réfléchis sur sur ce que tu es en train de faire avant d'engager du temps de gens qui sont aussi occupés, en fait. C'est ça le postulat. Le postulat, c'est tout le monde est occupé, tout le monde est full, complet. Donc, avant d'engager ton temps et le temps d'autres personnes, réfléchis. Ouais, parce que Exactement. si tu les engages dans une discussion qui n'a pas une certaine valeur, tu voles une certaine partie de la valeur de tout le monde, du temps de tout le monde, qui est de toute manière un coût.
Exactement, exactement. Ça aussi, c'est un petit truc sympa qu'on a sur la partie coût. On a un petit plugin qui permet à chaque rencontre que tu organises d'aller calculer en fait le coût du meeting en dollars. Et c'est pas un fake, c'est qu'on a tous vu des images de ce plugin-là. Non, 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 c'est pas un fake, ça existe vraiment. Alors, c'est pas basé sur des données réelles de l'entreprise, ça va pas chercher dans les systèmes RH, etc. Ça va utiliser, ça va utiliser en fait les API de sites comme Level for Your Information, des choses comme ça, tu sais, qui recensent un certain nombre de salaires. Donc en gros, ça prend la liste des participants, ça check leur rôle, ça va le chercher dans le système. Et après, ça calcule des moyennes basées sur les sites qui référencent les salaires. Et donc ça te dit, ah là, grand, le meeting que tu es en train de booker là, il va te coûter plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc penses-tu que c'est une bonne idée? Il y avait aussi une fameuse équipe réduite, les Le pizza Two team. Pizzas Team. Donc là, est-ce que c'est une règle aussi qu'on utilise en réunion? C'est-à-dire on essaie d'être comment dire, conscient du nombre de personnes qu'on invite. C'est- Ouais, non, absolument. En fait, ça, c'est une règle générale qu'il y a chez Amazon qui, en fait, te permet de structurer tes équipes, tes meetings, etc. Effectivement, c'est l'idée Two Pizza Team. Donc, l'idée, c'est que généralement, une équipe ou un meeting ne dépasse pas 6-8 personnes. Et donc, le Two Pizza, c'est quoi? C'est que, en fait, bah, tu dois être capable de nourrir ces personnes-là avec deux pizzas sur la table. Tu dois être capable de nourrir tous ces gens-là. S'il y a des gens qui n'ont pas à manger, c'est qu'il y a trop de gens autour de la table, ou c'est qu'il y a trop de gens dans ton équipe. J'ai rarement vu des réunions avec 30 personnes, 50 personnes. À part les réunions d'information, évidemment, où là, tu sais, tu convies ton département. Mais pour des prises de décision, ouais, maximum, t'es 6-8 personnes. Je te dirais, c'est vraiment le grand maximum. Et, et un mix du panel, quoi, généralement. Est-ce qu'il y a un mécanisme de feedback qui est prévu dans la rédaction du mémo? En effet, c'est extrêmement rare qu'un document arrive dans une réunion sans avoir été revu par un certain nombre de joueurs avant la réunion. Ça, c'est sûr. Euh, donc, en général, en tant que propriétaire de la réunion, responsable de la réunion, quand tu travailles sur ce document-là, tu vas chercher du feedback et tu partages le document. Tu sais, le mécanisme qu'on utilise pendant le meeting de commenter certaines parties, etc., tu l'utilises aussi de manière asynchrone avant le meeting, généralement avec soit des gens à l'intérieur de ton équipe, soit avec des joueurs extérieurs si ta solution ou ton idée implique des équipes extérieures. L'idée, c'est pas non plus d'avoir une full surprise au moment du meeting, quoi. Tu veux généralement éviter que tout soit complètement retoqué lors du meeting. Si tu fais ça, c'est que tu as généralement mal travaillé ton sujet. Euh, et l'outcome du meeting, c'est vraiment la prise de décision. C'est pas de l'informationnel. On a cette solution, on veut stamper la solution. On a ce statut sur telle initiative, on stamp les étapes suivantes avec nos stakeholders. Tu vois, c'est vraiment euh, c'est du décisionnel le meeting. C'est pas de l'informationnel. Donc l'informationnel, la prise d'information, la prise de différents points de vue, de différents acteurs, de différents niveaux et connaissances, elle se fait en amont, généralement, pendant ta préparation. D'accord, ok, je comprends. Ce qui fait du sens par rapport au fait que on rentre dans le meeting et on s'absorbe dans la lecture et qu'on pourrait se dire, c'est pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aux gens de lire d'abord? Alors, tous les joueurs ont pas accès aux documents. Et selon les niveaux, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est vraiment dans un contexte très, comment dirais-je, très pressurisé. Et pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? C'est qu'un des constats, c'est que si tu demandes à quelqu'un de lire un document avant une réunion, et ça je l'ai expérimenté moi-même, tu demandes à 10 personnes, allez, il y a deux personnes qui vont avoir lu le document quand ils débarquent dans la réunion, le reste ils l'ont pas lu.
Donc, quand tu pars de ce constat-là, autant dire, ok, statistiquement, j'ai la majorité de mes participants qui vont de toute façon pas lire le contenu, même si je leur envoie avant. Donc, offrons-leur ce temps. On l'a dit, ils sont tous occupés. Exactement, c'est ça. Mais c'est ça la réalité. Et ça, pour le coup, vraiment, ça fait aussi partie de la culture parce que tu pourras avoir des mécanismes où on est dans la phase de lecture et puis là, bah, les gens ils font autre chose ou ils développent en même temps. Tu sais, des trucs que j'ai aussi vu dans d'autres compagnies où tu fais un meeting, puis là, tu as des devs qui sont en train de coder en même temps, puis ils écoutent à moitié le truc, etc. Non, là, t'es dans le document, tu lis ça, c'est vraiment ce temps-là, il est dédié à ça. Et c'est très important de respecter ce temps-là, qui est coûteux aussi à la fin, et d'en faire quelque chose d'efficace avec de la valeur, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on passe pas par la phase de j'envoie le document avant. Tu peux, hein. Il y en a plein de personnes qui mettent le lien du document en avance. Moi je fais partie de ces gens-là. En fait, c'est utile pour ceux qui ne peuvent pas, par exemple, participer au meeting et qui peuvent, de manière asynchrone, parfois, juste faire la phase de commentaire dans le document en dehors du meeting. Donc ça arrive Mhm. aussi. Je suis double booké, ok, je peux pas venir, mais de manière asynchrone, je vais aller lire le document, le commenter. Et donc tu peux réutiliser ces intrants-là. Alors c'est plus difficile parce que quand tu arrives dans la phase du débat, si tu as un commentaire pertinent d'une personne qui est pas dans le meeting, bah, là t'es un peu tout nu, quoi. Tu dis, ok, bon, bah celui-là, ça va être compliqué de débattre, la personne n'est pas là. Donc là, soit quelqu'un jump dessus et c'est cool, soit bah tu le gères a posteriori, quoi, mais ça arrive. Et dernière question pour toi, comment est-ce qu'on choisit le panel? Alors ça, c'est un très bon point. Euh, Ça va évidemment dépendre de la nature du meeting. Euh, et quand je te dis que toute prise de décision est meeting, on parle beaucoup de solutions techniques, ça peut être une décision d'affaires, mais par exemple, le mécanisme de promotion chez Amazon passe aussi par ça. C'est-à-dire que quand tu as un développeur, par exemple, qui est sur un promotion path, il y a un document qui est fait pour expliquer pourquoi est-ce que cette personne-là doit être promue, et on a le même mécanisme de lecture du document, de débat, de vote et de prise de décision. Donc, tu vois vraiment. Et donc là, évidemment, quand tu me parles de panel, pour revenir à ta question, bah, si mon document à revoir, c'est un document de promotion, évidemment, je vais pas avoir le même panel que si c'est une solution technique ou que si c'est je sais pas moi, une prise de décision d'affaires avec des stakeholders, etc. Donc en fait, ça dépend vraiment de la nature du sujet que tu emmènes dans la rencontre. Ah, on n'a pas de framework particulier, c'est c'est plus là en termes de pertinence. Par contre, un des guidelines, c'est généralement quand même de mixer un certain nombre de profils différents. Donc je m'explique, tu fais rarement une prise de décision, par exemple, qu'avec des développeurs juniors. Tu vas essayer d'avoir un mix de développeurs plus seniors, parfois même de ce qu'on appelle des principal engineers et qui ont une vue plus transversale des différents systèmes. En fait, l'idée, c'est d'essayer d'avoir le maximum d'angles de vue différents sur le même sujet pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'angle mort ou de zone d'ombre à la sortie du meeting. Puis vous êtes contraint au nombre de pizzas qu'on peut acheter. Aussi, Donc, exactement. Et puis tu as des gens qui sont aussi très occupés. Par exemple, quand tu as besoin de faire intervenir un PI, donc un Principal Engineer, ces profils-là, ils sont sous pression, ils sont tout le temps occupés, mais vraiment solidement, quoi. Donc, des fois, il faut que tu deals avec ça aussi. Et tu peux pas toujours avoir leur point de vue ou leur angle de vue sur la question. Mais parfois même, tu peux inviter des gens qui sont carrément extérieurs à ton équipe euh, pour, euh, pour faire en sorte que tu aies des points de vue vraiment complètement différents. Alors après, il faut pas tomber non plus dans le je raffine tellement mon idée qu'à la fin, je livre rien du tout. Tu vois, ça peut être un downside du truc, quoi. Donc là aussi, on a des mécanismes et des garde-fous et de dire, ok, ton idée, elle est cool, l'action item, la décision qu'on prend,
C'est va en preuve de concept, par exemple. Tu vois? Ouais. Et arrête de refiner, en fait. Va, go. Et ça peut être une prise de décision comme un outcome d'une revue de solution, par exemple. Est-ce qu'il y a Et un donc, guideline de quand est-ce que je dois arrêter de préparer mon document? je te dirais encore une fois, ça dépend du type de document, évidemment. Par exemple, un document de promotion d'un ingénieur, c'est quelque chose qui prend 360 feedback, etc. Ça peut vraiment prendre beaucoup de temps. Mais pour une solution technique, en général, si tu passes plus que, je te dirais, 2-3 jours sur ton document, c'est déjà que c'est un peu overkill. C'est déjà, ça doit commencer à allumer quelques lumières. Des jours complets ou des heures accumulées qui font que c'est quasiment Ouais, non, ouais, 72 c'est heures ça, de c'est en effort. travail? Ouais, en effort, ça peut être ça, ouais. Donc, et ça peut être étalé sur une semaine, mais tu sais, tu mets bien un bon 2 jours sur ton doc. Ça, c'est assez standard, je pense. Mais en même temps, 24 heures d'effort investi Mhm. là-dedans, si c'est pour le récupérer quand les gens arrivent, que ton idée est bonifiée, solidifiée, puis qu'après, il y a une décision tout de suite qui est prise, Exactement. peut-être que c'est la recette pour des meetings Pe- efficaces. peut-être, encore une fois, je je dis pas que c'est une recette miracle. Je dis qu'en tout cas, dans le contexte Amazon et dans lequel nous on l'utilise, je trouve ça vraiment drôlement efficace. Euh, Merci beaucoup, Cyril, pour ton partage. Et pour toi qui nous écoute, qui nous a écouté jusqu'au bout, si tu as des commentaires, des questions pour Cyril, eh bien écoute, ne te gêne pas à commenter la vidéo et puis on va te répondre euh, assurément. En attendant le prochain épisode, tu peux rejoindre les lecteurs et les visionneurs, je ne sais pas si ça se dit, de collaborationsolved.com pour recevoir un petit résumé de ce qu'on a discuté avec Cyril aujourd'hui. Et d'ici là, je vous fais des bisous. Bye bye.